Jonathan Macardy et Pierre Ducrot. On était plongés dans certains souvenirs de la carrière de Pierre. Le premier match de foot que j'ai vu en stade, en fait, c'est Pierre jouer. Ah, il s'en rappelait pas. Voilà, mais ça rappelait pas. Voilà, parce que Marseille, voilà, à cause de quoi tu parles comme ça de foot maintenant aujourd'hui. Marseille, Paris, 1-0, but de Bakayoko. Alors, surtout prendre sur un but de Bakayoko, c'est quand même. Ouais, fallait le voir. Et oui, magnifique. 2001. Tu vois que j'avais joué ce match-là. C'est terrible, hein. C'est terrible. Comme quoi le temps passe. Mémoire sélective. Ouais, non, mais tu as une belle mémoire des matchs quand même. Rien. C'est-à-dire que tu me demandais 2 semaines après un match qui avait marqué comment. Ah ouais, incapable de te le dire. C'est marrant, ça. Par contre, j'avais plein de souvenirs qui me servaient moi pour dans mon jeu quoi. Mais mémoire sélective effectivement. Ce dont j'avais pas besoin, je pense que je l'oubliais très vite quoi. Ok. Ou ce dont je pensais ne pas avoir besoin. Sinon j'aurais fait une autre carrière. Ouais. Ça va. Bon, je vous rappelle quand même l'élimination de l'Italie, 0-0 face à la Suède en barrage retour de qualification, pas de Coupe du Monde pour les Italiens. Et Gianluigi Buffon a déclaré: c'est triste de finir comme ça. Donc clairement, il signifie sa retraite internationale après cette élimination, la première depuis 58 pour l'Italie. On en a largement parlé, hein. Si vous arrivez seulement maintenant, allez sur le podcast de la première heure de l'after. Oui, Jonathan? Non, rien. C'est triste. Franchement, c'est triste. Ah oui, c'est triste. On est d'accord. Hein. Ça fait quelque chose. C'est ça. Ça aurait pu être le premier joueur à 6 Coupes du Monde s'il s'était qualifié, mais voilà. Donc pas de Coupe du Monde. Ouais, ça aurait été le premier à 6 Coupes du Monde. Mais Dieu n'aura pas. Donc voilà. Italie éliminée donc, mais place à Allemagne-France demain à Cologne. On est avec David Lorto et c'est l'heure, David, de ton avis tranché pour connaître mieux la sélection allemande du moment. Ah, Lorto. Oh bah écoute. Oui, c'est vrai. C'est bien. C'est la répartie allemande de David. S'intéresser à la France et à l'Allemagne comme des qualifiés quoi. On aime bien Simone et Daniel, mais voilà, l'Italie, on en parlera l'année prochaine maintenant. 1 heure, c'est bon. 1 heure, on peut chambrer. C'est bon. Exactement. Bon alors, David, tu veux nous parler de la sélection actuelle et de Mesut Özil. Oui, on discutait un peu cet après-midi de savoir les angles de présentation de cette équipe et aussi essayer de se projeter vers la Coupe du Monde puisque l'Allemagne, depuis un moment, sinon depuis toujours, essaye d'avoir un temps d'avance, toujours de prévoir un peu les choses. J'aurai l'occasion d'y revenir, par exemple, dans la formation. On aura l'occasion d'en reparler d'ici la Coupe du Monde. Mais je voulais prendre un risque ce soir avec vous, c'est de dire que désormais, oui mais vous allez voir, ça va faire trembler dans les chaumières, dire que désormais, Mesut Özil, qui est un joueur que j'adore littéralement, n'est plus indispensable à cette équipe à l'heure où nous parlons. Bon. Pourquoi ? Mesut Özil, c'est un magicien, c'est un joueur qui a sauvé l'équipe nationale. Souvenez-vous d'un match contre le Ghana qui avait été gagné 1-0 avec un but de sa part, dans une Coupe du Monde passée, entre autres. Et c'est un magicien, c'est un joueur qui peut débloquer un match sur une délice de passe, qui peut, vous le connaissez, bref. Mais actuellement, l'équipe nationale arrive si bien à mixer les anciens et les petits jeunes. Par exemple, les anciens, c'est qui? C'est Thomas Müller, c'est Manuel Neuer, ce sont désormais aussi Hummels et Boateng, pour n'en citer que 4. Et les nouveaux, on commence à les connaître pour de bon, mais il y a quand même encore des noms qui sont peut-être pas familiers à tous nos auditeurs, et j'insiste lourdement sur l'un d'entre eux, qui est Leon Goretzka de Schalke. Ah, on l'a vu là. Joueur merveilleux, milieu de terrain, aussi bien relayeur que numéro 10, capable d'être buteur et capable d'être... On l'a vu cet été. Hein. Voilà, bien sûr. Pas mal du tout. Hein. Et voilà un jeune qui pourrait tout à fait être titulaire demain, même si, bon, dans l'équipe probable, c'est plutôt Özil, mais... on pourrait le retrouver titulaire demain et aussi peut-être plus que dépanné pendant la Coupe du Monde. Pourquoi je parle de ce joueur-là? Parce que tu as raison, Jonathan, il a commencé maintenant à faire ses preuves au plus haut niveau dans les compétitions d'équipe nationale. Il est extrêmement fort avec une équipe de Schalke qui, en ce moment, mine de rien, et on en reparlera dans le championnat, est très très bien. Et c'est notamment grâce à lui. Et je disais donc, le mix est réussi entre les anciens et les modernes, à tel point que j'aurais bien aimé qu'on ait un petit éclairage, Fred Hermel et Philippe Auclair ce soir, mais ils auront l'occasion d'en reparler. Mesut Özil, qui est contesté en club, finirait presque par peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'avec des joueurs comme ça, il faut se méfier, mais être éclipsé par le talent régulièrement prouvé des jeunes. De telle sorte que le sélectionneur finisse par se dire, alors qu'il a toujours protégé des grands anciens comme Podolski par exemple, et que Özil a aussi un statut particulier en sélection, peut-être que Löw va finir par se dire, et s'il est performant un match sur 3, un match sur 4, ça vaudrait peut-être le coup de... Régulièrement. David t'a dit régulièrement. Et pour moi, le gros problème, je vais te laisser finir, mais le gros problème d'Ozil, qui est un joueur que j'adore,
c'est sa régularité. Pour le voir en Angleterre tous les week-ends, il est capable de fulgurance, de gestes techniques, on lui reconnaît tout ça, mais il est capable aussi d'être transparent pendant 80 minutes ou pendant tout un match et pendant 2 matchs parfois et pendant 3 matchs d'autres périodes. C'est un gros souci pour un sélectionneur, ça. Mais la question, ça va être quand même, c'est pour ça que je suis prudent quand même ce soir, ça va être, est-ce que le sélectionneur n'est pas prêt à prendre le risque d'aligner une équipe, et notamment ce joueur-là, en sachant qu'il peut être bon un match sur 3, c'est-à-dire prendre le risque de jouer à 10,5 presque. Faire un pari, quoi. Faire un pari que ça va marcher. Mais bon, ça, on en reparlera à l'approche de la Coupe du Monde, parce qu'en Allemagne, on estime que si on doit conserver son titre, et ce serait quand même fort parce que c'est rare, voire ça n'arrive jamais, si on doit réussir à conserver son titre, ce sera compliqué, ce sera avec des adversaires quand même forts. On mentionne l'équipe de France, on mentionne le Brésil, on mentionne l'Espagne, et donc on est bien conscient en Allemagne que conserver la Coupe du Monde passera par un chemin douloureux. Des choix forts. Ouais. Et du coup, ce serait quoi la compo demain, David? Et surtout devant, le 9. La compo, si on part de l'arrière, c'est assez simple. Bien sûr, en l'absence de Neuer qui a rechuté avec son pied, qui est absent encore pour un bon moment jusqu'en 2018, peut-être, probablement, c'est Ter Stegen dans les buts. Ce sera pas Kevin Trapp demain? Alors justement, le sélectionneur, c'est ça qui est un peu surprenant vu de France, n'a pas installé réellement une hiérarchie derrière Neuer. Bon, logiquement c'est Ter Stegen, mais effectivement Kevin Trapp, qui peut être numéro 3 ou numéro 4, a complètement sa chance. Et comme il a l'intention de faire tourner dans les matchs amicaux, oui, on peut avoir Kevin Trapp tout à fait. On a Kimmich à droite et à gauche, c'est là où peut-être il y a un mini point faible. Ça n'est pas Jonas Hector de Cologne qui est le titulaire habituel, ça peut être Marvin Plattenhardt, qui est un joueur encore pas très connu au niveau international. La défense centrale théorique, c'est Hummels, Boateng, mais on pourrait voir Niklas Süle aussi du Bayern. Devant, il y aura Toni Kroos, il devrait y avoir Khedira comme capitaine. Et puis ensuite, en attaque, alors là c'est moins évident. Götze est possible titulaire et on pourrait dire un mot du retour du buteur de la Coupe du Monde 2014. Thomas Müller est absent et la question va se poser surtout en attaque en pointe entre 2 choix complètement opposés. Timo Werner, le jeune attaquant du RB Leipzig qui est mobile, qui est complet, mais qui n'est pas ultra physique, et Sandro Wagner qui lui est moins mobile, moins complet, mais qui est ultra physique, façon Klose, façon Mario. C'est un Gomez. bomber. Un peu. Oui. Voilà l'équipe telle qu'elle peut se dessiner, mais après moi j'ai pas de certitude absolue puisque la compo n'est pas définitive. Il y a un mélange quand même de taulier et de renouvellement dans cette équipe. On a l'impression qu'il a trouvé le bon dosage. Mais c'est pas ça. Ils ont l'équipe qui a fait la Coupe des Confédérations avec Goretzka notamment, où ils ont été extraordinaires et on a vu qu'ils avaient quand même une vingtaine de joueurs au niveau, de joueurs bis. T'as l'équipe normale qui, on sait ce que ça vaut, et surtout t'as aussi les espoirs, t'as les petits jeunes derrière. Donc en fait ils ont peut-être quoi faire 2 sélections de très bon niveau, quoi. Ouais, c'est très cohérent, c'est anticipé. Il y a beaucoup de choix. C'est juste devant, ça m'intrigue. C'est pour ça qu'ils sont favoris. Ouais, tout à fait. C'est le poste de 9 qui ça va être encore très costaud. Timo Werner. Juste David, la question c'est, à ton avis, qui va commencer la Coupe du Monde devant? Là c'est Werner qui est quand même en vogue. C'est Werner qui est en vogue. Et Müller à droite? Oui, absolument. Alors après, à gauche, théoriquement c'est Marco Reus, mais il est blessé 360 jours sur 365. Donc ça laisse la place à Draxler, qui a été un bon capitaine l'été dernier, ou éventuellement à Leroy Sané, qui brille en Angleterre. C'est pas notre ami Philippe Auclair qui dira le contraire. Ça fait quand même beaucoup de monde. Oui. Après, c'est un choix en attaque. Je pense que le sélectionneur peut s'autoriser en fonction des adversaires, soit ce joueur physique est très bon de la tête qui est Sandro Wagner, ou même peut-être Mario Gomez, pourquoi pas, par la backdoor, comme dirait Daniel Riolo s'il parle de poker. Ou Timo Werner qui, comme on le sait, est plus mobile, plus complet, très rapide. Ça présente l'intérêt d'avoir 2 jeux totalement différents, avec un joueur un peu en pivot façon Lewandowski, ou un joueur beaucoup plus mobile et qui va remuer les défenses. Et donc demain on devrait voir Götze. Oui. C'est incroyable quand même. Ça c'est incroyable parce que après son but en finale de la Coupe du Monde qui l'a porté à un statut de quasi-idole en Allemagne, bien sûr, il a disparu. Psychologiquement, physiquement, on a diagnostiqué très tard pour Mario Götze un problème physique qui était la difficulté le problème de métabolisme, la difficulté à absorber, digérer.
Voilà, exactement. C'est vrai qu'il est un peu poupon, hein, Mario Götze, et on a souvent critiqué un peu ce joueur qui était très en vue aussi dans les pages People. On a un petit peu critiqué sa ligne, sa difficulté à être fit, comme on dit. Mais il a un métabolisme lent. Voilà, exactement. Et là, il est en train de retrouver en ce moment, avec son club de Dortmund, un niveau compétitif. Je vais rester prudent parce que c'est pas le Götze encore virevoltant qu'il a pu être quand il était plus jeune, mais il a retrouvé un niveau compétitif, il recommence à être bien considéré par les confrères allemands qui mettent des notes dans les journaux. Il est bon comme milieu axial, comme passeur, mais il peut aussi, comme depuis toujours, jouer sur un côté. Là encore, ça fait une solution pour le sélectionneur et ça sera très intéressant de voir à quel niveau il peut se présenter comme une équipe, contre une équipe comme la France. Ça, c'est une vraie curiosité à suivre demain. Mario Götze a-t-il retrouvé le niveau de l'équipe nationale? La question reste posée. Bon bah écoute David, on découvrira tout ça demain, Götze ou pas, avec le niveau ou pas. On sera curieux de suivre tout ça. Merci David. Merci beaucoup, messieurs. Salut David. Et évidemment, demain, grande soirée donc autour d'Allemagne-France. Le match, c'est à Cologne. Et, il y a quelques beaux matchs aussi demain. Ça ressemble à un avant-goût de Coupe du Monde. Hein. Le Russie, non, il y a un Russie-Espagne. Il y a un Angleterre-Brésil. Voilà. Le match de la France, c'est 20h45 hein, d'ailleurs. Et effectivement, Irlande-Danemark, 0-0 à l'aller. Aussi. Bon. T'inquiète pas, ça va passer. Je vois Shenlong qui rentre et qui met un but dans les dernières minutes. Shenlong, magnifique. Bah oui, et puis il y aura France-Nouvelle-Zélande de rugby aussi. Bon, ça c'est aussi, ça fait des beaux matchs de sport. Est-ce que ça nous intéresse vraiment ça? T'aimes pas le rugby toi, qui aime bien la bagarre là? C'est de la bagarre avec un ballon. Ils font semblant de se battre. Bon, arrête. Non. Le foot américain, ils font semblant de se battre. Le rugby, quand même. Ça s'en mange un petit peu. Si tu veux te bastonner, autant te bastonner pour de vrai. Pas faire semblant, se foncer dedans, foncer dans le tas. C'est pas marrant une mêlée. Vas-y, une fois que t'es au sol, vas-y, enchaîne. Tu sais pas ce qui se passe dans la mêlée. Ouais, c'est ça. Ouh, petit coquin. Attends. Ça sent le vécu. Tu iras en parler avec Moscato, tu verras si c'est rigolo les mecs. Alors Vincent, grand respect, parce que Vincent, il a fait des combats de boxe en professionnel. Bah bien sûr, oui. Ça n'a rien à voir. Les questions de l'after pour terminer. Alors d'habitude on fait ça avant quand il y a de la Ligue 1, hein, mais bon là on change un peu nos habitudes. Avec la trêve internationale, c'est quelques infos du jour ou du week-end qu'on n'a pas pu commenter pour l'instant. Le Maroc, équipe qualifiée. Alors vous en avez parlé dans l'after tout au long du week-end, mais quand même aujourd'hui on était avec Younes Belhanda dans Team Duga. Il nous disait, vous vous rendez pas compte, c'est indescriptible ce qu'on a vécu en rentrant au Maroc après la qualification en Côte d'Ivoire. C'était une dinguerie absolue. Est-ce que le Maroc ça peut être une des équipes surprises de la Coupe du Monde? On a Hervé Renard qui a bien son groupe en main. Est-ce qu'on peut penser ça? C'est extraordinaire ce qu'il fait lui, cet homme-là, chaque fois qu'il est à la tête d'une sélection. En tout cas, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le niveau de toutes les équipes qui se je vais pas dire le niveau qui se nivellent parce que c'est pas très joli, mais c'est un peu ça. Le dernier match du Maroc là, qui les qualifie tactiquement. C'est super costaud aussi. Et c'est le Maroc. Donc le Maroc, tu te dis, t'attends des créatifs, t'attends du jeu, etc. Mais non, c'est un match costaud, organisé, qui leur permet de. Et ce que nous racontait Belhanda, ce qu'a instauré aussi Hervé Renard, c'est un pressing très haut sur le terrain, justement un peu de la rigueur à l'opposé de ce que tu nous dis, les manieurs de ballon qui veulent le ballon dans les pieds, etc. Bah là, c'est beaucoup d'efforts. On prend les équipes à la gorge et c'est ce qui leur a permis de gagner. Justement, c'est de la rigueur tactique, ça. Et tout le monde est dans le. C'est quoi? On ne laisse pas libre cours juste. Oui, c'est vrai. Ça veut dire quoi surprise, Jean-Louis? Qu'est-ce que tu entends par surprise? Faire un quart de finale, une demi-finale. Être le poil à gratter d'un groupe, pourquoi pas, mais après ça reste quand même le niveau. Tout à l'heure dans Team Duga, quand j'ai dit que pour ces sélections africaines qui sont qualifiées, ce sera bien de sortir du groupe et de faire un beau huitième. Moi j'étais d'accord avec toi, Pierre. Ouais, mais je suis soutenir contre l'Allemagne. Et c'est pas faire un jour à ces sélections-là. C'est juste que ce serait déjà un beau parcours. Et après s'il y a une surprise plus belle, tant mieux pour eux. Autre question de l'after. Patrice Evra doit-il arrêter ses vidéos? Nouvelle vidéo aujourd'hui, 3 jours après avoir été mis à pied. Franchement. Attends, je raconte quand même pour ceux qui n'ont pas suivi. On vous met l'image en vidéo là sur BFM Sport. Il tracte une voiture. Je suis d'accord avec toi. Avec la voiture qui doit être en marche avant, hein, donc il la tracte, voilà. Et il dit en gros voilà, ne soyez pas paresseux. Moi en ce moment, je suis en train de tirer une voiture parce que je veux être encore le meilleur. Et il remercie son réalisateur Nicolas Anelka puisqu'il est à Dubaï en ce moment. On ne voit jamais l'arrière de la voiture. Moi, je pense qu'il y a 4 gars qui poussent la voiture aussi.
tu crois? Regarde là, tu crois qu'il pousse là? Non, moi je m'en fous. Franchement, moi on s'en fout quoi. On va pas lui faire de la pub en plus. Non, mais c'est. Et en fait, le plus dur, c'est qu'il paye des gens pour lui faire des scénarios pour ses vidéos quoi. C'est une boîte de prod qui lui fait ses vidéos. C'est pas lui. Non. Tu sais quoi? Voilà, c'est Anelka qui filme. Non, c'est une boîte de prod qui lui fait ses vidéos. Bien sûr. C'est incroyable. Qui lui fait ses scénarios. Mais tu sais quoi, j'allais te dire que je pense que Patevra veut finir quelque part pour faire du cinéma. Moi, je pense. Il est pas très doué. Bon courage, il est pas très doué. Attention. Lyon a communiqué aujourd'hui. Joël Batz va quitter l'OL. Les arbitres de Ligue 1 vont-ils s'ennuyer désormais? Il n'y aura plus personne sur le banc de touche. C'est un super mec. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il. C'est pour chambrer. Il le fait avec passion. Il le fait avec. Alors, il part rejoindre Rémi Garde, qu'il a connu à Lyon, bien sûr. Il était à l'OL depuis 2000. Rémi Garde, qui est à l'Impact Montréal. Il partira en janvier prochain. Grégory Coupé prendra la suite. C'est bien. C'est dans la logique. C'est le plan. C'est la logique de club, là. C'est bien pour Joël, c'est bien pour Greg Coupé qui prend la suite. Voilà, ça va être des expériences différentes. À moyen terme, c'est quoi? Dans le staff, il y a Coupé, Chris et Juninho. Donc peut-être, ouais. Moi, j'avais adoré. Moi, je l'avais eu comme coach, Joël. Il était coach des gardiens au PSG. Moi, une année, on avait eu comme coach avec Ricardo, la doublette. C'est l'année où on gagne les 2 coupes en 98. Coupe de France, Coupe de la Ligue. Et j'avais adoré son côté humain. C'est un vrai. Et puis, en parlant de côté humain, Greg Coupé également, qui trouve ce poste-là, qui a bossé chez nous, un vrai bon mec aussi. Donc, on lui souhaite le meilleur. Et puis, j'avais une dernière question sur Didier Drogba, puisqu'il était dans Team Duga cet après-midi également. Il dit, un retour à Marseille, c'est pas d'actualité aujourd'hui. Oui, Jonathan, ça te fait bouillir. Est-ce que vous croyez quand même quand il dit le retour à Marseille, ça aurait pu être possible? C'était même pas une question d'argent. Non. J'ai jamais été au centre du projet. Didier Drogba. T'as 15 secondes, Jonathan. C'est comme une nana qui t'allume, qui te fait croire que ça va, que tu vas conclure, mais en fait non. Mais est-ce que tu as tout fait pour conclure aussi? J'ai pas l'impression. Je pense. Et surtout, j'aimerais que l'amour des supporters marseillais se déplace de Didier Drogba, un autre attaquant africain qui lui, pour le coup, aura vraiment marqué l'histoire du club et qui est sous-coté dans la mémoire des supporters. C'est Mamadou Niang. Et ça, c'est le vrai. Ça, c'est Mamadou Niang, c'est ta femme, c'est la mère de tes enfants. Drogba, c'est l'amour des vacances qui sert à rien. Il nous a placé Mamadou Niang. Il nous a pas placé Hiroki Sakai. Je pensais que Sakai tomberait un moment, mais on n'a pas le temps. Il s'est ATP des marques comme ça. Demain, l'after après Allemagne-France au coup de sifflet final. Bonne nuit à tous.